Le 29 juin 1991, dans la ville de Scarborough au Canada, deux personnes vont prendre l'initiative de se marier, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça sera surtout pour le pire, ce qui plongera ainsi une ville entière dans la paranoïa. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, je sors des vidéos tous les dimanches à 18h sur des histoires vraies. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et sans plus attendre, c'est parti. Pour bien comprendre l'histoire, nous allons d'abord nous intéresser à cet homme, Paul Bernardo, né le 27 août 1964 à Scarborough. Son enfance n'a pas été facile. Malgré que le garçon souriait beaucoup à l'école, pas mal d'événements sont venus perturber son enfance. Tout commence par son père accusé d'abus sexuels sur mineurs. Il aurait également abusé de sa propre fille, et en apprenant cette nouvelle, la mère est sous le choc et va tomber en dépression. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. À la suite d'une dispute entre ses parents, Paul Bernardo, âgé de 16 ans, apprend de sa mère la vérité sur sa naissance. Il a été conçu d'une relation extra-conjugale. Sous le choc, Paul a du mal à encaisser la nouvelle et se révolte contre sa mère. Des insultes telles que fille facile ou encore enfant sans père fuseront entre les deux. Notre adolescent va passer la plupart de son temps avec ses amis d'école et va commencer à fréquenter des filles de son âge. Pour le moment, rien d'inquiétant, sauf qu'au fur et à mesure, Paul prend vraiment plaisir à avoir ce type de relation et va aller plus loin. Il va se vanter d'être milliardaire pour faciliter les rencontres. Et il s'aperçoit qu'il adore avoir cette position de force vis-à-vis de la femme. Il commence à demander des choses inhabituelles aux femmes qu'il fréquente, des fantasmes un peu trop osés, ce qui va faire fuir toutes les dames potentiellement intéressées. Paul est déterminé. Il veut tout de même réaliser ses fantasmes, il ne tient plus. Et en mai 1987, il va suivre une femme dans la rue. Il fait nuit, de dos, elle ne va pas sentir le danger arriver. Il va s'en prendre à elle, il va l'attaquer et la violer. Maintenant qu'il est passé à l'acte, il ne va plus s'arrêter. Il attend la nuit et roule à côté des bus voir si celui-ci contient des femmes seules. Et une fois sa proie trouvée, il passe à l'action. Pendant 3 ans, de 1987 à 1990, il va violer plus de 17 personnes. On le surnomme le violeur de Scarborough. À chaque fois, il prend soin de dissimuler son identité et s'assure que ses victimes soient incapables de le décrire. Mais un jour, le mystérieux violeur va baisser sa garde et commettre une erreur. En temps normal, il surprend ses victimes par derrière, mais le plaisir éprouvé durant ses attaques est tellement fort que cette fois-ci, il ne se cache plus. Un portrait robot sera effectué pour identifier l'individu. Après la diffusion de l'image, la police reçoit un témoignage d'un employé. Il précise que l'un de ses collègues comptables avait une ressemblance frappante avec le portrait. Ce dernier se nomme Paul Bernardo. On peut penser que l'histoire prend fin et que le violeur de Scarborough est enfin attrapé, mais un manque de professionnalisme va tout ruiner. Paul Bernardo est convoqué au poste de police pour être interrogé. Il va arriver en fin d'après-midi, vêtu d'une chemise avec une cravate, les cheveux bien coupés, dans un calme absolu et apaisé. Même après les accusations portées à son égard, il va répondre sereinement avec une bonne élocution, ce qui va perturber les enquêteurs. Pour eux, cet homme est trop parfait pour être la personne recherchée. L'ADN de Bernardo sera quand même demandé. Il le fournit sans sourciller, sauf que l'échantillon d'ADN pris par la police sera posé sur une étagère, et ce, pendant 2 ans sans que personne ne le touche. Par la suite, Paul Bernardo fera la rencontre de Karla Homolka dans un café. Dès le premier soir, leur relation va débuter. La jeune femme est sous le charme, elle a 17 ans, lui 23. Il est beau et a une bonne situation puisqu'il est comptable et cela séduit Karla. Rien à signaler sur son enfance, sauf peut-être le fait qu'elle soit un peu spéciale. Elle aime s'habiller en noir, on peut l'apparenter au style gothique. Pourtant, la suite des événements va prendre une tournure horrible. L'homme va avouer à sa compagne qu'il est le violeur de Scarborough, et étrangement, cela ne dérangera pas la jeune femme, et la relation suivra son cours. Paul va passer beaucoup de temps avec sa belle famille, mais un problème survient. Il s'ennuie, et il reproche à sa petite amie de ne pas être vierge. Elle avait eu des petites relations avant Paul, ce qui le dérange fortement. Il va commencer à faire pression sur Karla, et va lui faire une demande horrible. Il veut la virginité de sa petite sœur de 15 ans, Tammy Homolka, qui ressemble fortement à Karla. La réaction logique serait de refuser catégoriquement, sauf que là, la jeune femme va accepter et établir un plan odieux contre sa petite sœur. Karla travaille dans un cabinet de vétérinaire. Elle se procure des anesthésiants avec un objectif clair en tête, le viol de sa petite sœur.
Nous sommes le 23 décembre 1990. La petite famille prépare Noël, tout le monde est réuni. Plus tard dans la soirée, les parents sont partis dormir et dans le salon, il ne reste que 3 personnes. Paul Bernardo, Carla et Tammy Homolka. La soirée se déroule et notre jeune couple va forcer la petite sœur à boire de l'alcool mélangé aux anesthésiants. Il ne faudra qu'une dizaine de minutes avant que la petite fille s'évanouisse et que Paul se mette à la violer devant le regard froid de sa grande sœur. Malheureusement, Tammy, âgée de 15 ans, rejette les substances absorbées par son corps et se met à vomir. Elle est encore inconsciente et va tristement décéder, étouffée par son propre vomi. Le couple appelle les urgences et raconte une histoire de couverture. Le drame passera pour un simple accident, la grande sœur n'aura aucun remords. Les parents de Tammy sont dévastés par la mort de leur fille. Carla décide tout de même d'annoncer son mariage qui se déroulera avec Paul dans 6 mois. Elle exerce une pression sur ses parents pour avancer les préparatifs. Ils sont en plein deuil. Elle va même leur dire que certes, ils ont perdu leur fille, mais maintenant c'est fini, il faut aller de l'avant, le mariage arrive bientôt et il faut penser à autre chose. Elle a même expliqué à un ami qu'elle était en colère que ses parents mettaient autant de temps à se remettre de la mort de Tammy. Elle voulait que toute l'attention soit portée sur elle pour son mariage. Le 29 juin 1991, le mariage se déroule comme prévu. Mais personne ne se doute que derrière les grands sourires des mariés, une autre tragédie se cache. Le 15 juin 1991, soit 14 jours avant le mariage, une petite fille appelée Leslie Maify, âgée de 14 ans, va disparaître sans laisser aucune trace. Ce n'est que 2 semaines après, dans le lac de Gibson, qu'un canoïste va découvrir où se cache Leslie. L'horreur du spectacle va laisser toute la ville sans voix. Le niveau de l'eau a baissé dans le lac de Gibson et un bloc de ciment sera retrouvé. À l'intérieur sont retrouvées des parties démembrées du corps de Leslie. Le lac sera fouillé et d'autres blocs de ciment contenant des restes appartenant à la jeune fille sont identifiés. Elle aurait été tuée, ensuite sciée et mise dans des blocs de ciment. Les policiers sont horrifiés. Ils avaient déjà le violeur de Scarborough à trouver, parce que oui, ça ne s'est toujours pas arrêté. Et là, ils font la découverte de cette scène tragique, commise par un psychopathe qu'il faut retrouver en priorité. Le sort de Leslie avait été scellé 2 semaines plus tôt avant le mariage. Carla et Paul ont emménagé dans une maison. Les envies tordues de Paul pour les jeunes filles n'avaient pas diminué. Il fait part à Carla de son envie d'avoir quelqu'un à la maison pour réaliser tous ses fantasmes. Il en avait marre d'attaquer les gens dehors. Il voulait un esclave à la maison. Cet esclave, ça sera Leslie Maify, 14 ans. Dans la nuit du 15 juin, à son retour de l'école, Paul va l'aborder et entame une conversation qui aboutira par son enlèvement. Une fois à la maison, Paul va présenter la jeune femme à Carla, mais celle-ci devient furieuse, non pas parce qu'il a ramené une fille qu'il prévoyait de violer, mais parce que Paul avait partagé leur verre de mariage ensemble. Au cours des 36 prochaines heures, Paul Bernardo a agressé sa victime à plusieurs reprises, avec des phrases très dégradantes et humiliantes, pour au final l'étrangler et descendre le corps au sous-sol. A noter quand même que les parents de Carla sont venus manger à la maison, le corps de Leslie était toujours présent, Carla faisait des allers-retours devant le corps, comme si de rien n'était. Le lendemain, Paul a installé une tente en plastique, branché une scie électrique. Il décide de couper le corps en plusieurs morceaux, pour ensuite les mettre dans des blocs de ciment et les jeter à l'eau. Malheureusement, cette histoire est loin d'être finie. Le 16 avril 1992, le couple décide de chasser ensemble et cette fois-ci, ils vont faire la rencontre de Christine French, âgée de 15 ans. C'est une fille impliquée dans le sport, très charmante et souriante, toute la vie s'offre à elle. Elle sera enlevée dans l'après-midi en plein jour juste à la sortie de l'école. La méthode est simple. Carla va aborder Christine, prétendre qu'elle est perdue. Une fois que Christine se penche sur la carte pour aider Carla à retrouver son chemin, Paul va sortir de l'environnement et l'embarquer dans la voiture. Une fois dans la maison, Christine sera filmée et violée. D'après les enquêteurs, les images étaient horribles à visionner. Après 3 jours d'agressions sexuelles dégradantes et brutales, Paul Bernardo va finir par étrangler Christine. Et c'est ensemble que le couple se débarrasse du corps, tout en se baladant près d'un chemin de campagne. La police retrouvera le corps quelques jours après, mais aucun suspect en vue. Le 6 janvier 1993, malheureusement ou heureusement, l'état du couple commence à se dégrader. Un soir, Paul Bernardo va frapper violemment Carla qui va contacter la police. Elle portera plainte contre son mari pour coups et blessures. Les échantillons de sang de Paul sont analysés et c'est là que la police va s'apercevoir que c'est le même que le violeur de Scarborough. Les enquêteurs vont interroger Carla pour savoir si elle a des informations à leur fournir. Carla passe aux aveux, elle dénonce son mari sans aucun scrupule.
Elle confirme que c'est bien lui le violeur et même avoué le meurtre de sa petite sœur et celui de Leslie et Christine également. Un vrai retournement de situation, elle affirme aussi qu'elle était une épouse battue et une complice involontaire de tout ça. Pour les enquêteurs, ça tombe bien. En vue du nombre de preuves insuffisantes contre Paul, les enquêteurs ont proposé un accord à Carla. Si elle accepte de témoigner contre son mari, elle recevra seulement 12 ans de prison. Et vu les crimes odieux, c'est pas cher payé. Une perquisition sera faite à la maison du couple, des cassettes vont être retrouvées. Sur l'étiquette, on peut voir qu'il est écrit de la main de Carla « Le viol de Paul sur Christine, entouré de petits cœurs et de fleurs ». Les enquêteurs comprennent bien que Carla était mêlée à tout ça, surtout quand ils ont retrouvé une vidéo où elle imitait la mort de sa petite sœur. Seulement, sans son témoignage, il sera impossible d'arrêter Paul. Carla Homolka aura une peine d'emprisonnement de 12 ans seulement, tandis que Paul Bernardo, lui, passera sa vie derrière les barreaux pour ses 43 viols et ses 3 meurtres minimum, parce que oui, d'autres jeunes filles ont disparu, mais personne ne les a jamais retrouvées. Nous voici sur cette fin de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si le contenu vous plaît. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao!